Le silence de la grande demeure de Rochedan n'avait jamais été aussi assourdissant. Maël Cressac observait par la fenêtre de sa chambre les jardins à la française qui s'étendaient à perte de vue, leurs lignes parfaites contrastant avec le chaos qui régnait dans son cœur. À 32 ans, 3 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait épousé Aubin de Rochedan, et pourtant, elle se sentait plus étrangère que jamais dans cette demeure ancestrale. Ce matin-là, comme tous les autres, elle avait pris son petit déjeuner seule dans la petite salle à manger, tandis qu'Aubin recevait ses associés dans son bureau. Même Marguerite, la gouvernante, semblait la traiter avec une politesse distante, comme si elle n'était qu'une invitée de passage. Les domestiques murmuraient entre eux lorsqu'elle passait, et Maëlle ne parvenait pas à déterminer si c'était par respect ou par mépris. Elle repensa à leur rencontre 5 ans plus tôt, dans ce café parisien où elle travaillait sur les plans d'un petit immeuble résidentiel. Aubin était entré, trempé par la pluie d'automne, ses cheveux châtains collés au front. Il avait commandé un café serré et l'avait observé dessiner, fasciné par la précision de ses gestes. « Vous êtes architecte » avait-il demandé, et dans sa voix, elle avait perçu une sincère admiration. Leur amour avait été un tourbillon. Aubin venait la chercher après ses cours à l'école d'architecture, l'emmenait dîner dans des bistrots de Montmartre, lui parlait de ses rêves de moderniser les propriétés familiales. Elle se souvenait de ce parfum qu'elle portait alors, un mélange de bergamote et de musc qui lui donnait confiance en elle. Il lui disait qu'elle était différente des femmes de son milieu, plus vraie, plus passionnée. Le mariage avait été célébré dans l'intimité, malgré les réticences visibles de la famille de Rochedan. Madame de Rochedan mère avait à peine adressé la parole à Maëlle lors de la cérémonie, se contentant d'un sourire figé qui ne trompait personne. Le père d'Aubin, homme austère aux cheveux argentés, l'avait jaugé du regard comme on évalue un investissement douteux. Aujourd'hui, Maëlle devait l'accompagner à Tours pour une cérémonie en l'honneur des mécènes des arts. C'était la première fois depuis des mois qu'ils paraîtraient ensemble en public, et elle avait choisi avec soin sa robe bleu marine, élégante mais discrète. Dans le miroir de sa coiffeuse, elle observa son reflet. Ses yeux noisettes avaient perdu de leur éclat. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon sage qui ne lui ressemblait pas. « Maëlle, la voiture nous attend », appela Aubin depuis le hall d'entrée. Sa voix résonnait différemment désormais, dénuée de cette chaleur qu'elle avait connue autrefois. Il portait son costume anthracite, celui qui lui donnait l'allure d'un aristocrate accompli, et quand elle descendit l'escalier, il ne leva même pas les yeux vers elle. Durant le trajet, ils échangèrent à peine quelques mots. Aubin consultait ses messages, préparait ses interventions, tandis que Maëlle regardait défiler le paysage de la Loire. Elle pensait à ses projets d'architecture abandonnés, à ses carnets de croquis qui prenaient la poussière dans son ancienne chambre parisienne. Quand avait-elle cessé d'être Maëlle Cressac pour devenir simplement Madame de Rochedan? À leur arrivée au château de Tours, transformé pour l'occasion en salon mondain, Maëlle sentit tous les regards se poser sur eux. Les femmes parées de bijoux anciens chuchotaient derrière leurs éventails. Les hommes en smoking saluaient Aubin avec une déférence marquée. Elle remarqua Victoire de Montclair, une ancienne relation d'Aubin, dont le sourire moqueur ne présageait rien de bon. « Aubin, mon cher », s'approcha un journaliste du Figaro, appareil photo en main. « Pourriez-vous nous accorder quelques mots sur vos nouveaux investissements ?» Ce qui suivit marqua le début de la fin de Maëlle. Aubin se tourna vers l'objectif, affichant son sourire de façade, et quand le journaliste demanda « Et qui est cette charmante dame qui vous accompagne ?» Aubin eut une seconde d'hésitation. Une seconde qui dura une éternité pour Maëlle. « Je suis venu seul ce soir », répondit-il finalement, détournant le regard. Le monde de Maëlle s'effondra en cet instant précis. Autour d'elle, les conversations continuaient, la musique jouait toujours, mais elle avait l'impression d'être devenue transparente. Elle n'existait plus. Le voyage de retour vers Rochedan se déroula dans un silence glacial. Maëlle fixait ses mains gantées, posées sur ses genoux, incapable de lever les yeux vers Aubin. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans sa tête. « Je suis venu seul ce soir ». Chaque syllabe était un coup de poignard qui s'enfonçait plus profondément dans sa poitrine. Aubin conduisait, les mâchoires serrées, jetant parfois des coups d'œil furtifs vers elle dans le rétroviseur. Il savait qu'il avait franchi une ligne invisible, mais son orgueil l'empêchait de prononcer le moindre mot d'excuse. Dans son esprit, c'était Maëlle qui ne comprenait pas les codes de son milieu, qui n'était pas capable de s'adapter aux exigences sociales de sa position. « Tu ne dis rien ?» finit-il par lancer, sa voix trahissant une irritation mal contenue. Maëlle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux, habituellement si doux, brillaient d'une colère froide qu'il ne lui connaissait pas. « Que veux-tu que je dise, Aubin ?
que je comprends, que c'est normal d'être nié par son propre mari devant une assemblée entière. Ce n'est pas ce que j'ai fait, se défendit-il mollement. Tu ne comprends pas la complexité de ces situations. Il y a des enjeux que tu ne saisis pas. Des enjeux? Maël laissa échapper un rire amer. L'enjeu, c'est moi, Aubin. C'est notre mariage. C'est le fait que tu aies honte de moi. Je n'ai pas honte de toi, mentit-il, mais sa voix manquait de conviction. La voiture s'engagea dans l'allée de gravier qui menait au château. Les phares balayaient les arbres centenaires, créant des ombres dansantes qui semblaient se moquer de leur couple en déliquescence. Maël observa la façade familière de la demeure où elle avait cru pouvoir construire sa vie. Chaque fenêtre lui rappelait maintenant sa solitude. Chaque pierre lui criait qu'elle n'était pas à sa place. Une fois dans le hall d'entrée, Aubin desserra sa cravate et se dirigea vers son bureau sans un regard pour elle. « J'ai du travail », marmonna-t-il, fuyant encore une fois la conversation nécessaire. Maël monta l'escalier d'honneur, ses talons claquant sur le marbre dans un écho lugubre. Dans sa chambre, elle contempla son reflet dans la psyché ancienne. Cette femme en robe de soirée froissée, aux cheveux défaits, était-ce vraiment elle? Où était passée la jeune architecte pleine d'ambition qui rêvait de transformer le monde à coups de crayon et de créativité? Elle ouvrit sa commode et en sortit une vieille photo cachée sous ses foulards. C'était un cliché pris à Collioure, sa ville natale, lors de ses 20 ans. Elle était entourée de ses amis d'enfance, dont Gaspard et Louan, avec qui elle avait grandi dans les ruelles colorées du port catalan. Sur la photo, ils riaient tous, insouciants, devant la plage des Boramars. Gaspard la regardait avec cette tendresse qu'elle avait toujours connue chez lui, mais qu'elle avait prise pour de la simple amitié. Des larmes coulèrent sur ses joues. Quand avait-elle cessé de rire ainsi? Quand avait-elle accepté de réduire ses rêves pour s'adapter aux attentes d'un homme qui, finalement, ne l'aimait peut-être pas vraiment? Le lendemain matin, Maël ne descendit pas prendre le petit déjeuner. Elle resta dans sa chambre, observant le parc par la fenêtre, quand Marguerite frappa à sa porte. La gouvernante entra avec un plateau, le visage empreint d'une compassion qu'elle tentait de dissimuler. « Madame a besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Maël secoua la tête, puis, prise d'une impulsion soudaine, elle demanda « Marguerite, soyez honnête avec moi. Que pensent les domestiques de ma présence ici ?» La gouvernante hésita, ses joues s'empourprant légèrement. « Ce n'est pas à moi de... »« S'il vous plaît, » insista Maël. « J'ai besoin de savoir. » Marguerite soupira, posant le plateau sur la table basse. « Ils pensent que vous êtes une dame bien, madame. Mais ils disent aussi que monsieur le comte ne vous traite pas comme il devrait, que vous méritez mieux. » Ces mots simples eurent l'effet d'un électrochoc. Même les domestiques voyaient ce qu'Aubin refusait d'admettre. Elle était devenue une étrangère dans sa propre vie. Ce soir-là, Aubin rentra tard de ses rendez-vous d'affaires. Il trouva Maël dans la bibliothèque, en train de feuilleter un livre d'architecture moderne qu'elle avait acheté avant leur mariage. Elle portait une simple robe en laine, ses cheveux détachés retombant sur ses épaules. « Nous devons parler », dit-elle sans lever les yeux. Aubin se servit un cognac et s'installa dans le fauteuil en cuir face à elle. « Je t'écoute. J'ai pris une décision. » Elle ferma le livre et le regarda enfin. « Je retourne à Collioure quelque temps, pour réfléchir. Tu ne peux pas partir maintenant, » répliqua-t-il, une pointe de panique dans la voix. « Nous avons des obligations sociales. Ma mère organise un dîner la semaine prochaine. » « Des obligations ?» Maël se leva, le livre serré contre sa poitrine comme un bouclier. « Quelles obligations, Aubin ? Être ignoré pendant que tu joues le parfait aristocrate? Faire semblant d'exister dans un monde qui ne veut pas de moi? Tu dramatises. »« Non, » dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Pour la première fois depuis longtemps, je vois les choses clairement. » Elle quitta la bibliothèque, laissant Aubin seul avec son cognac et ses certitudes ébranlées. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Maël dormit d'un sommeil profond, comme si une décision prise était déjà un premier pas vers la liberté. Le train filait à travers la campagne française, emportant Maël vers un passé qu'elle avait quitté avec tant d'espoir 3 ans plus tôt. Par la fenêtre, elle regardait défiler les paysages qui lui avaient manqué sans qu'elle en prenne conscience. Les vignobles dorés par l'automne, les petits villages perchés sur les collines, et enfin, au loin, la Méditerranée qui scintillait sous le soleil du midi. Dans son sac de voyage, elle avait emporté l'essentiel, quelques vêtements, ses carnets d'architecture et cette photo de Collioure qui ne la quittait plus. Aubin n'avait même pas tenté de la retenir. Il s'était contenté d'un « prends le temps qu'il faut », prononcé avec cette politesse froide qui caractérisait désormais tous leurs échanges. Lorsque le train entra en gare de Collioure, le cœur de Maël s'emballa. Elle avait oublié à quel point cette petite ville pouvait être belle.
Les maisons aux façades colorées se reflétaient dans les eaux calmes de la baie. Le clocher de l'église Notre-Dame-des-Anges se dressait fièrement face à la mer, et partout, cette lumière dorée unique qui avait inspiré tant de peintres. Sa tante Isabelle l'attendait sur le quai, les bras grands ouverts. Cette femme de 60 ans, aux cheveux argentés et au sourire franc, avait élevé Maëlle après la mort de ses parents dans un accident de voiture quand elle avait 15 ans. Isabelle tenait une petite librairie dans la vieille ville et avait toujours été le port d'attache de Maëlle. « Ma chérie », murmura Isabelle en la serrant contre elle, « tu m'as tellement manqué. » Maëlle se laissa aller à cette étreinte, respirant le parfum familier de lavande que portait toujours sa tante. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait chez elle. La maison d'Isabelle n'avait pas changé. Nichée dans une ruelle étroite du centre historique, elle débordait de livres et de plantes vertes. L'ancienne chambre de Maëlle l'attendait, avec ses murs blancs à la chaux, ses poutres apparentes, et cette vue imprenable sur la mer depuis la petite fenêtre. « J'ai préparé ta bouillabaisse préférée », annonça Isabelle en installant Maëlle dans la cuisine aux carreaux de terre cuite. « Et maintenant, raconte-moi tout. » Maëlle hésita, puis les mots sortirent en torrent. Elle raconta l'humiliation de Tours, la solitude du château, le sentiment d'avoir perdu son identité. Isabelle l'écoutait sans l'interrompre, ses yeux noisettes, les mêmes que ceux de Maëlle, brillants d'indignation contenue. « Tu sais ce que ta mère m'aurait dit dans une situation pareille ?» demanda finalement Isabelle. Maëlle secoua la tête, curieuse. « Elle m'aurait dit, Isabelle, parfois il faut reculer pour mieux sauter. Elle était comme toi, passionnée, entière. Elle ne se serait jamais contentée d'une vie à moitié. » Le lendemain, Maëlle se promena dans Collioure comme une touriste, redécouvrant sa propre ville. Elle flâna dans les rues pavées, s'arrêta devant l'atelier où elle avait suivi ses premiers cours de dessin, sourit en voyant que la boulangerie Prats existait toujours. Puis, en passant devant l'ancienne école primaire transformée en centre culturel, elle aperçut une affiche « Gaspard et Louhan, sculpture contemporaine, exposition permanente ». Son cœur fit un bond. Gaspard était donc revenu lui aussi. Elle poussa la porte du centre et découvrit un univers qu'elle ne soupçonnait pas. Les sculptures de Gaspard avaient une force et une sensibilité qui la bouleversèrent. Des formes organiques taillées dans le bois flotté et la pierre locale, des œuvres qui semblaient capturer l'essence même de la Méditerranée. Au centre de l'exposition trônait une pièce intitulée « Retour », représentant une femme face à la mer, les bras ouverts vers l'horizon. Maëlle, elle se retourna et le vit. Gaspard avait 32 ans maintenant, comme elle. Ses cheveux châtains étaient plus longs qu'autrefois. Ses mains tachées d'argile témoignaient de son travail d'artiste. Mais ses yeux bleus avaient conservé cette douceur qu'elle avait toujours aimée chez lui. Gaspard, elle ne trouvait plus ses mots. Il s'approcha lentement comme s'il craignait qu'elle s'évapore. « Tu es revenu. »« Pour quelque temps, oui. » Ils se regardèrent en silence, et Maëlle réalisa à quel point cet homme lui avait manqué. Gaspard avait été son premier amour, celui avec qui elle avait partagé ses premiers émois d'adolescente, ses rêves d'architecte en herbe. Il s'était perdu de vue quand elle était partie étudier à Paris, chacun suivant son chemin. « Ta tante m'a dit que tu t'étais marié, » dit-il doucement. « Oui. » Le mot sortit plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. Gaspard hocha la tête, comprenant qu'il ne fallait pas insister. « Tu veux que je te fasse visiter ? J'ai aussi un atelier à l'arrière. » L'atelier de Gaspard était un ancien garage transformé, baigné de lumière naturelle. Des sculptures en cours d'achèvement côtoyaient des blocs de marbre brut, des outils soigneusement rangés témoignaient de la méticulosité de l'artiste. Dans un coin, Maëlle aperçut des jouets d'enfants et quelques dessins colorés punaisés au mur. « Tu as un fils ?» demanda-t-elle. « Léon, 6 ans. » Le visage de Gaspard s'illumina. « Sa mère et moi, ça n'a pas marché, mais nous nous entendons bien pour l'élever. Il passe 1 semaine sur 2 avec moi. » Maëlle observa un des dessins. Un bonhomme en bâton tenant la main d'un papa sculpteur. Une bouffée d'émotion l'envahit. Gaspard était devenu père, avait construit sa vie, créé son art. Et elle? Qu'avait-elle construit à part un mariage qui l'étouffait? « Et toi ?» demanda-t-il comme s'il lisait dans ses pensées. « Tu fais toujours de l'architecture ?»« Plus vraiment. » Elle baissa les yeux, honteuse. « J'ai laissé tomber mes projets en me mariant. » Gaspard fronça les sourcils. La Maëlle que je connaissais ne laissait jamber ses rêves pour personne. Cette Maëlle-là n'existe plus. Je ne crois pas. Il s'approcha d'elle, et elle sentit l'odeur de la terre et du bois qui imprégnait ses vêtements. Elle est juste endormie, mais elle peut se réveiller. Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse. Pour la première fois depuis longtemps, Maëlle entrevoyait la possibilité d'une renaissance.
Les semaines qui suivirent à Collioure furent pour Maëlle une lente mais profonde transformation. Chaque matin, elle se promenait sur la plage des Bords-à-Marre, respirant l'air iodé qui semblait nettoyer ses poumons de la poussière des châteaux. L'automne méditerranéen avait une douceur particulière et elle redécouvrait les couleurs de sa ville natale avec des yeux neufs. Tante Isabelle avait insisté pour qu'elle s'installe dans le petit studio au-dessus de la librairie. « Tu as besoin d'espace pour réfléchir », avait-elle dit avec sa sagesse habituelle. L'endroit était parfait, lumineux, simple, avec une terrasse donnant sur les toits de tuiles rouges et la mer au loin. Maëlle avait ressorti ses carnets de croquis et, timidement d'abord, puis avec une passion retrouvée, elle s'était remise à dessiner. L'architecture des maisons catalanes, les jeux d'ombre et de lumière sur les façades colorées, les courbes organiques que Gaspard intégrait dans ses sculptures, tout redevenait source d'inspiration. Un matin, alors qu'elle esquissait la silhouette du château royal depuis la jetée, Gaspard s'approcha d'elle. Il tenait la main d'un petit garçon aux boucles châtaines et aux yeux espièglés. « Léon, je te présente Maëlle, une amie d'enfance, » dit Gaspard. L'enfant la dévisagea avec curiosité. « Tu dessines quoi ?»« Le château. Tu le connais ?»« Bien sûr. Papa m'emmène souvent jouer dans les jardins. »« Tu veux voir mon dessin à moi ?» Léon sortit de son sac à dos un carnet froissé et lui montra fièrement ses créations. Maëlle fut touchée par la spontanéité de l'enfant, par cette capacité qu'ont les petits à créer sans se poser de questions, sans craindre le jugement. « Papa, elle dessine mieux que toi, » déclara Léon avec la franchise de son âge. Gaspard éclata de rire. « Il n'a pas tort. Tu as gardé cette précision dans le trait qui m'émerveillait déjà quand nous étions adolescents. » Maëlle rougit légèrement. Depuis son retour, Gaspard et elle se voyaient presque quotidiennement, retrouvant naturellement la complicité de leur jeunesse. Mais quelque chose avait changé entre eux. Dans ses regards, elle percevait une intensité nouvelle, une attention qui la troublait. « Au fait, » reprit Gaspard, « j'ai une proposition à te faire. La mairie lance un concours pour réaménager l'ancien quartier des pêcheurs. Il faut un architecte. Tu devrais te porter candidate. » Maëlle secoua la tête instinctivement. « Je ne peux pas. Cela fait 3 ans que je n'ai rien conçu. »« Et alors, tu as étudié dans les meilleures écoles de Paris. Tu as un regard unique sur notre patrimoine local. Qui mieux que toi pourrait comprendre l'âme de Collioure ?» Le soir même, Maëlle se rendit à la mairie pour récupérer le dossier de candidature. Le projet était ambitieux. Transformer les anciennes barques de pêcheurs abandonnées en ateliers d'artistes et en logements écologiques, tout en préservant l'authenticité du lieu. C'était exactement le type de défi qui l'avait toujours passionnée. Elle passa les 3 jours suivants à élaborer son projet. Ses doigts retrouvèrent leur agilité sur le papier. Son esprit renoua avec cette excitation créatrice qu'elle avait cru perdue. Elle imagina des espaces de vie ouverts sur la mer, des matériaux locaux mis en valeur par une architecture contemporaine respectueuse. Quand elle présenta son esquisse à Gaspard, celui-ci resta silencieux un long moment, étudiant chaque détail. « C'est magnifique », murmura-t-il finalement. « Tu as réussi à capturer l'essence de Collioure tout en la projetant vers l'avenir. C'est exactement ce dont cette ville a besoin. » Leur proximité penchée ensemble sur les plans fit battre le cœur de Maëlle plus vite. Elle sentait la chaleur qui émanait de Gaspard, respirait son parfum subtil, mêlé à l'odeur de la terre. Quand il leva les yeux vers elle, elle crut un instant qu'il allait l'embrasser. Mais son téléphone vibra à ce moment-là. Un message d'Aubin. « Ta place est ici. Reviens. Nous devons parler. » La magie de l'instant se brisa. Maëlle s'éloigna, troublée par l'émotion qu'elle avait vue dans les yeux de Gaspard, mais aussi par sa propre réaction. Avait-elle le droit de ressentir cela? Elle était encore mariée, même si ce mariage ressemblait de plus en plus à une coquille vide. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Sur sa terrasse, elle contemplait les étoiles en pensant à sa vie parisienne. Que lui restait-il là-bas? Un mari qui la niait publiquement, une existence sociale où elle ne trouvait pas sa place, des rêves abandonnés dans des tiroirs poussiéreux. Tante Isabelle monta la rejoindre, 2 tasses de tisane à la main. « Tu penses à lui ?» demanda-t-elle en s'installant dans le fauteuil en rotin. « À qui? Tu sais très bien de qui je parle. Gaspard te regarde comme il te regardait déjà à 16 ans, et toi, tu rougis comme à l'époque. » Maëlle soupira. « Je suis mariée, tante Isabelle. À un homme qui t'a renié en public? Ma chérie, un mariage n'est qu'un bout de papier si l'amour et le respect ont disparu. Ce n'est pas si simple. »« Si, ça l'est. » Isabelle posa sa main ridée mais ferme sur celle de sa nièce. « Ta mère a épousé ton père par amour, contre l'avis de sa famille. Elle m'a dit un jour, « Isabelle, la vie est trop courte pour la gâcher avec quelqu'un qui ne nous voit pas vraiment. »
Tu mérites d'être vue, chérie. Tu mérites d'être aimée pour ce que tu es. » Le lendemain matin, Maëlle prit une décision. Elle déposa son dossier de candidature à la mairie, puis envoya un message à Aubin. « J'ai besoin de plus de temps. Ne m'attends pas. » Pour la première fois depuis des années, elle venait de choisir ses propres rêves avant les attentes d'autrui. Et cela avait un goût de liberté qu'elle avait presque oublié. 2 semaines après avoir déposé sa candidature, Maëlle reçut un appel qui allait changer sa vie. Monsieur Vidal, le maire de Collioure, l'informait que son projet avait été retenu parmi les 3 finalistes. Elle devrait présenter sa proposition devant le conseil municipal dans 15 jours. Cette nouvelle l'emplit d'une joie qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle qui se croyait incapable de retrouver sa place dans le monde de l'architecture, découvrait que son talent était intact, que ses années d'absence n'avaient pas effacé sa créativité. Gaspard insista pour célébrer cette victoire au restaurant La Balette, une institution de Collioure perchée sur les rochers face à la mer. Ils s'installèrent sur la terrasse et Maëlle ne put s'empêcher de remarquer les regards complices que leur lançaient les autres convives. Dans cette petite ville, leur relation naissante n'échappait à personne. « À ton retour triomphal dans l'architecture » dit Gaspard en levant son verre de rosé local. « Et à toi » répondit Maëlle spontanément. « Sans ton encouragement, je n'aurais jamais osé me lancer. » Leurs yeux se croisèrent, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna le regard. Il y avait dans ce moment une promesse silencieuse, l'aveu d'un sentiment qui grandissait entre eux depuis le retour de Maëlle. « J'ai quelque chose à te dire » murmura Gaspard en posant sa main sur la sienne. « Depuis ton retour, je... » Il fut interrompu par l'arrivée d'Isabelle, le visage grave, tenant une enveloppe jaunie. « Maëlle, ma chérie, il faut que nous parlions. J'ai trouvé quelque chose qui te concerne. » Le dîner prit une tournure solennelle. De retour à la librairie, Isabelle fit asseoir Maëlle dans le salon et lui tendit l'enveloppe. « En rangeant les affaires de ta grand-mère dans le grenier, je suis tombé sur ça. C'est une lettre que ta mère m'avait confiée avant sa mort, avec instruction de ne te la donner qu'à tes 30 ans, ou si tu en avais besoin avant. » Les mains tremblantes, Maëlle ouvrit l'enveloppe. L'écriture de sa mère, qu'elle reconnaîtrait entre mille, dansait sur le papier à en-tête d'un notaire parisien. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est qu'Isabelle a jugé le moment venu de connaître la vérité sur tes origines. Ton père et moi avons toujours voulu te protéger de cette histoire, mais tu as le droit de savoir. » Maëlle sentit son cœur s'emballer. Ses origines. De quoi parlait sa mère? Ton grand-père maternel, que tu n'as jamais connu, se nommait Henri de Rochedanne. Oui, ma chérie, Rochedanne comme le nom de ton mari. Henri était le frère aîné du grand-père d'Aubin. Il a été déshérité et chassé de la famille dans les années 1960 pour avoir refusé un mariage arrangé et épousé ta grand-mère, une institutrice d'origine modeste. Maëlle laissa tomber la lettre, abasourdie. Elle était apparentée aux Rochedanne. Comment était-ce possible? Il y a plus, continua-t-elle à lire. Henri a emporté avec lui des documents prouvant certaines malversations de la famille, notamment des détournements de fonds de fondations caritatives. Ces documents sont dans un coffre à la Banque de France à Paris. Le numéro de compte et la clé sont dans cette enveloppe. Gaspard et Isabelle observèrent Maëlle, inquiets de son silence. Elle relut la lettre plusieurs fois, essayant d'assimiler cette révélation. « Tu comprends ce que cela signifie ?» demanda doucement Isabelle. « Cela signifie, » dit Maëlle d'une voix blanche, « qu'Aubin et moi sommes cousins éloignés, que sa famille a chassé la mienne, et qu'il continue de me traiter comme une moins que rien, alors que j'ai autant de droits qu'eux sur le nom de Rochedanne. » Une colère froide montait en elle. Tous ces mois d'humiliation, de silence, de mépris à peine voilé. Et pendant tout ce temps, elle était des leurs. Pire, sa branche de la famille avait été victime d'une injustice historique. « Que vas-tu faire ?» demanda Gaspard. Maëlle se leva, arpentant la petite pièce comme une lionne en cage. « Je vais d'abord aller chercher ces documents. Ensuite, je vais présenter mon projet architectural comme prévu. Et puis... » Elle s'interrompit, regardant par la fenêtre les lumières de Collioure qui scintillaient dans la nuit. « Et puis... » insista Isabelle. « Et puis je vais retourner voir mon cher mari. Mais cette fois, ce sera moi qui mènerai la danse. » Pour la première fois depuis le début de son mariage, Maëlle se sentait en position de force. Elle n'était plus la petite architecte de province qui avait eu la chance d'épouser un aristocrate. Elle était Maëlle de Rochedanne de plein droit, et elle avait des comptes à régler. Le lendemain, elle prit le premier train pour Paris, laissant Gaspard et Isabelle inquiets mais admiratifs de sa détermination nouvelle. Dans son sac, elle emportait la lettre de sa mère et une photocopie du projet architectural qui pourrait changer l'avenir de Collioure. À la Banque de France, après avoir fourni toutes les pièces d'identité nécessaires, elle accéda enfin au coffre de son grand-père.
À l'intérieur, elle découvrit des liasses de documents, des lettres et surtout des preuves accablantes des malversations de la famille de Rochdan sur plusieurs décennies. En lisant ces papiers, elle comprit pourquoi Henri avait été si brutalement chassé. Il avait menacé de révéler les détournements si sa famille s'opposait encore à son mariage. Son exil avait été le prix de son silence. Mais ce silence venait de prendre fin. Assise dans le hall de la banque, Maëlle prit son téléphone et composa le numéro d'Aubin. « Maëlle, enfin, il faut que tu reviennes. Ma mère organise une grande réception et... »« Aubin, l'interrompit-elle calmement, nous devons nous voir. J'ai des choses très importantes à te dire, des choses sur ta famille et sur la mienne. » Le silence à l'autre bout du fil lui confirma que son ton avait changé. L'ancienne Maëlle soumise venait de céder la place à une femme qui connaissait enfin sa vraie valeur. Le château de Rochdan n'avait jamais paru aussi imposant qu'en ce jour d'octobre où Maëlle franchit les grilles avec sa valise et son dossier de documents. Mais pour la première fois depuis son mariage, elle ne se sentait pas intimidée par cette opulence ancestrale. Elle savait désormais qu'elle en était l'héritière légitime autant qu'Aubin. Marguerite l'accueillit avec un sourire plus chaleureux que d'habitude, comme si elle percevait le changement qui s'était opéré en elle. « Monsieur le comte vous attend dans son bureau », annonça-t-elle. Maëlle gravit l'escalier d'honneur d'un pas assuré, ses talons résonnant sur le marbre avec une autorité nouvelle. Elle portait un tailleur bleu marine, sobre mais élégant, qui lui donnait l'allure d'une femme d'affaires, sûre d'elle. Aubin l'attendait debout derrière son bureau massif en acajou, les mains croisées dans le dos. Il avait maigri, remarqua-t-elle, et ses traits trahissaient une inquiétude qu'il tentait de dissimuler. « Tu as bonne mine, » dit-il en guise de salutation. « Le Sud te réussit. » En effet, Maëlle s'installa dans le fauteuil face à lui sans attendre d'y être invitée. « J'ai retrouvé beaucoup de choses à Collioure, y compris moi-même. » Aubin s'assit à son tour, étudiant son épouse avec attention. Il y avait quelque chose de différent chez elle, une assurance qu'il ne lui connaissait pas. « J'ai réfléchi pendant ton absence. » Commença-t-il. « Je reconnais que j'ai pu te blesser lors de cette soirée à Tours. J'étais lâche. »« Lâche » Maëlle laissa échapper un rire sans joie. « Aubin, tu as nié mon existence devant une assemblée entière. Comment appelles-tu cela ? Une erreur, une terrible erreur. » Il détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. « Les codes sociaux de mon milieu sont complexes, mais ce n'est pas une excuse. J'ai eu peur du jugement des autres, et je t'ai sacrifié pour préserver mon image. » « Ton milieu ?» Maëlle ouvrit son dossier et en sortit l'acte de naissance de son grand-père. « Parlons-en de ton milieu. Savais-tu qu'Henri de Rochdan était mon grand-père ?» Le visage d'Aubin se décomposa. Il fixa le document, incrédule. « C'est impossible. Henri de Rochdan. Il a été rayé des registres familiaux. Chassé, tu veux dire, parce qu'il avait osé épouser par amour plutôt que par intérêt. » Maëlle sortit une autre liasse de papier, et aussi parce qu'il menaçait de révéler certaines irrégularité dans la gestion des biens familiaux. Aubin se leva brusquement, contournant le bureau pour s'approcher d'elle. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans le coffre qu'Henri avait constitué avant son exil. Ma mère m'a légué les clés et le secret. » Maëlle étala méthodiquement les documents sur le bureau. « Détournement de fonds de la Fondation Rochdan, falsification de comptes, évasion fiscale. Voilà l'héritage de ta noble famille, Aubin. Tu ne peux pas. » Il s'interrompit, réalisant l'ampleur de ce que Maëlle venait de révéler. « Je ne peux pas quoi? Te faire chanter comme Henri l'avait fait? Détrompe-toi. » Maëlle se leva à son tour, le dominant de sa détermination. « Je ne suis pas venu pour l'argent ou la vengeance. Je suis venu pour que tu comprennes enfin qui je suis. » Elle s'approcha de la fenêtre donnant sur le parc, observant les jardins à la française, où elle s'était si souvent sentie comme une intruse. « Pendant 3 ans, j'ai cru que je n'étais pas assez bien pour toi, pour ta famille, pour ce monde. J'ai accepté d'être diminué, ignoré, effacé. Mais en réalité, c'est toi qui ne méritais pas d'être à mes côtés. Maëlle, nous pouvons tout reprendre à zéro. Maintenant que tu sais que j'ai du sang bleu. » Elle se retourna vers lui, les yeux brillants de colère. « C'est exactement le problème, Aubin. Tu ne m'as jamais aimé pour ce que j'étais, mais pour ce que tu pensais que j'étais ou n'étais pas. Et même maintenant, tu ne changes d'attitude que parce que je peux te nuire. » Un long silence s'installa entre eux. Aubin se laissa tomber dans son fauteuil, soudain vieilli. « Que veux-tu » demanda-t-il finalement. « La vérité. As-tu jamais éprouvé de l'amour pour moi, ou n'était-ce qu'une passade exotique avec une fille du peuple ?» La question claqua comme un fouet. Aubin détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. « Au début, j'étais fasciné par ta différence. Tu étais si passionnée, si vraie comparée aux femmes de mon entourage,
Mais ensuite, tu as eu honte. Ma différence est devenue un embarras. Ma famille, les relations d'affaires, ils attendaient certaines choses de ma femme. Des codes, des manières, que je n'avais pas et que tu n'as jamais pris la peine de m'enseigner. Maëlle ramassa ses documents. Pendant que je me perdais en essayant de te plaire, tu construisais une vie où je n'avais pas de place réelle. Elle se dirigea vers la porte puis se retourna une dernière fois. Je retourne à Collioure terminer un projet architectural qui me tient à cœur. Pendant ce temps, tu réfléchiras à ce que tu veux vraiment. Mais sache une chose, Aubin, je ne serai plus jamais la femme invisible de tes réceptions. Cette époque est révolue. En sortant du bureau, Maëlle croisa Madame de Rochedanne, mère, dans le couloir. La vieille dame l'observa avec un mélange de curiosité et de respect nouveau. « Madame, dit Maëlle en s'inclinant légèrement, j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de faire vraiment connaissance. » Pour la première fois, Madame de Rochedanne lui rendit son salut avec une courtoisie qui n'avait rien de condescendant. Le pouvoir venait de changer de camp, et elle le savait. Dans le train qui la ramenait vers le midi, Maëlle contemplait le paysage qui défilait, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à Gaspard, à son sourire, à la tendresse de ses gestes. Elle pensait à Collioure, à sa vraie maison. Elle pensait à la femme qu'elle était redevenue. Son téléphone vibra. Un message de Gaspard. « Comment s'est passé ton voyage ? Tu me manques. » Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avouait qu'elle lui manquait. Et cette simple phrase valait tous les titres de noblesse du monde. Le retour à Collioure eut pour Maëlle le goût d'une libération définitive. En descendant du train, elle inspira profondément l'air iodé de la Méditerranée et sut qu'elle était enfin rentrée chez elle. Gaspard l'attendait sur le quai, Léon dans ses bras, et la vue de ce tableau familier fit battre son cœur plus vite. « Maëlle !» cria le petit garçon en se précipitant vers elle. « Tu m'as manqué. Papa aussi, il était triste sans toi. » Gaspard rougit légèrement mais ne démentit pas. Il prit la valise de Maëlle et ils marchèrent ensemble vers la vieille ville, Léon babillant entre eux deux. Dans cette configuration, ils ressemblaient à une famille, et Maëlle réalisa que cette image ne l'effrayait plus. « Alors ?» demanda Gaspard quand Léon fut parti jouer sur la plage. « Comment s'est passée ta confrontation avec ton mari ?» Maëlle lui raconta tout. La révélation sur ses origines, la confrontation avec Aubin, la découverte des documents compromettants. Gaspard l'écouta sans l'interrompre, ses yeux bleus exprimant tour à tour l'incrédulité, la colère et l'admiration. « Tu t'es montrée courageuse, dit-il finalement. Mais que vas-tu faire maintenant ? D'abord présenter mon projet architectural demain devant le conseil municipal, et puis, elle hésita, cherchant ses mots. Et puis je vais divorcer. Le mot était lâché. Gaspard la regarda intensément, comme s'il cherchait à déchiffrer ses véritables intentions. « Tu es sûre de toi ?»« Certaine. Mon mariage était une erreur dès le départ. J'ai épousé l'idée d'un homme qui n'existait que dans mon imagination. Le vrai Aubin ne m'a jamais vraiment aimé. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux ?» Maëlle s'approcha de lui, posant sa main sur sa joue rugueuse. « Je veux vivre, vraiment vivre, créer, aimer, être moi-même, sans m'excuser d'exister. » Gaspard captura sa main et la porta à ses lèvres. Ce geste d'une tendresse infinie fit fondre les dernières résistances de Maëlle. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Je t'ai toujours aimé, depuis nos 16 ans. Quand tu es parti pour Paris, j'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Et quand je suis revenu marié, ça m'a brisé le cœur. Mais je respectais ton choix. Je voulais juste que tu sois heureuse. » Maëlle sentit les larmes lui monter aux yeux. Toutes ces années perdues, tous ces malentendus. Si elle avait su alors ce qu'elle savait maintenant. « Gaspard, j'ai peur. Peur de me tromper encore. Peur de gâcher notre amitié. On ne gâchera rien, dit-il, en l'attirant contre lui. On prendra le temps qu'il faut. Je ne veux rien brusquer. Tu sors d'un mariage difficile, tu as besoin de te reconstruire. » Il l'embrassa alors, doucement, comme une promesse. Et dans ce baiser, Maëlle retrouva l'adolescente qu'elle avait été, mais aussi la femme qu'elle était devenue. C'était différent de la passion fougueuse qu'elle avait connue avec Aubin. C'était profond, authentique, ancré dans une connaissance mutuelle de leurs âmes. Le lendemain, jour J pour sa présentation, Maëlle se prépara avec un soin particulier. Elle portait une robe simple mais élégante, ses cheveux détachés encadrant son visage radieux. Dans sa mallette, elle avait rangé non seulement ses plans, mais aussi toute sa passion retrouvée pour l'architecture. La salle du conseil municipal était bondée. Outre les élus, de nombreux habitants de Collioure étaient venus assister à cette séance qui déterminerait l'avenir du quartier des anciens pêcheurs. Maëlle reconnut plusieurs visages familiers. Sa tante Isabelle au premier rang, Gaspard avec Léon,
et même quelques-uns de ses anciens camarades de lycée. Quand vint son tour de présenter, Maëlle se leva avec une assurance qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Sa voix porta claire et ferme dans la salle. « Mesdames et messieurs les conseillers, chers concitoyens, le projet que je vous présente aujourd'hui n'est pas seulement architectural. C'est une vision d'avenir pour Collioure qui respecte notre patrimoine, tout en l'adaptant aux besoins contemporains. » Elle déroula ses plans sur le tableau, révélant des dessins d'une précision et d'une beauté saisissantes. Son projet transformait les anciens abris de pêcheurs en ateliers d'artistes ouverts sur la mer, reliés par des passerelles de bois et des jardins suspendus. L'architecture moderne s'intégrait harmonieusement aux constructions traditionnelles, créant un ensemble d'une rare poésie. Cette rénovation créera 15 emplois permanents, attirera de nouveaux artistes et touristes, tout en préservant l'âme de notre ville, continua-t-elle. Mais surtout, elle offrira aux jeunes Colliourens une raison de rester, de créer, d'inventer leur avenir ici, plutôt que de partir vers les grandes villes. Sa présentation fut accueillie par un silence impressionnant, puis par des applaudissements nourris. Même ses concurrents, 2 cabinets d'architecture de Perpignan, semblaient conquis par la qualité de son travail. Après délibération, le maire annonça le résultat. Le conseil municipal a voté à l'unanimité pour le projet de Madame Maëlle Cressac. Nous lui confions la rénovation du quartier des pêcheurs. L'explosion de joie dans la salle fut immédiate. Isabelle pleurait de fierté. Gaspard rayonnait. Et Léon criait « Maëlle a gagné! Maëlle a gagné !» Ce soir-là, ils fêtèrent cette victoire sur la terrasse d'Isabelle. Sous les étoiles méditerranéennes, entourée des gens qu'elle aimait vraiment, Maëlle se sentait enfin complète. « À la plus belle architecte de Collioure !» lança Gaspard en levant son verre. « À la famille !» répondit Maëlle en regardant tour à tour Isabelle, Gaspard et Léon. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait, d'une vraie famille, choisie et non subie, construite sur l'amour et non sur les convenances. Son téléphone vibra. Un message d'Aubin. « Félicitations pour ton projet. J'ai vu l'article dans le Figaro. Nous devons parler de notre avenir. » Maëlle éteignit son téléphone sans répondre. L'avenir, elle le construisait ici et maintenant, avec des gens qui l'aimaient pour ce qu'elle était vraiment. L'euphorie de la victoire architecturale de Maëlle fut de courte durée. 3 jours après l'annonce officielle, un événement inattendu vint troubler sa sérénité retrouvée. Aubin débarqua à Collioure sans prévenir, sa voiture de luxe tranchante avec l'ambiance décontractée du petit port de pêche. Maëlle le découvrit dans la librairie d'Isabelle, en grande conversation avec sa tante. Il portait un costume sombre qui contrastait avec sa pâleur, et ses traits tirés trahissaient des nuits d'insomnie. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle froidement. « Il fallait que je te voie, que je te parle. » Il jeta un regard vers Isabelle. En privé, Isabelle prit son manteau. « Je vais faire quelques courses. Prenez le temps qu'il vous faut. » Une fois seul, un silence pesant s'installa entre eux. Aubin observait les rayonnages chargés de livres, l'ambiance chaleureuse de la petite boutique, si différente de l'austérité de Rochedanne. « Félicitations pour ton projet, » dit-il finalement. « J'ai lu l'article dans le journal. Toute la presse régionale en parle. Merci. » Maëlle resta debout, les bras croisés, refusant de faciliter cette conversation qu'elle n'avait pas sollicitée. « Maëlle, j'ai fait des erreurs. Énormément d'erreurs. » Il s'approcha d'elle, mais elle recula instinctivement. « Depuis ton départ, j'ai eu le temps de réfléchir. Ma mère aussi. Elle m'a ouvert les yeux sur certaines choses. »« Ah oui, lesquelles ?» ?»« Elle m'a dit que tu avais toujours été parfaite lors de nos réceptions, que si tu semblais parfois déplacée, c'était parce que nous ne t'avions jamais vraiment intégré, que nous t'avions jugé sans te connaître. » Maëlle laissa échapper un rire amer. « Il aura fallu que vous découvriez mes origines nobles pour me trouver des qualités ? Non, ce n'est pas ça. » Aubin passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Enfin, peut-être que si, au début. Mais maintenant, je réalise que j'ai perdu une femme exceptionnelle par orgueil et bêtise. Tu ne m'as pas perdu, Aubin. Tu ne m'as jamais vraiment eu. » Ces mots semblèrent le frapper comme une gifle. Il se laissa tomber dans l'un des fauteuils de lecture, soudain défait. « Tu as raison. J'ai épousé l'idée d'une femme parfaite que je pourrais modeler selon mes besoins. Je n'ai jamais cherché à connaître la vraie Maëlle. Et maintenant, je voudrais avoir une seconde chance. Recommencer sur de nouvelles bases. » Maëlle secoua la tête. « Il est trop tard. À cause de lui ?» Aubin avait durci le ton. « J'ai vu comment vous vous regardez, Gaspard et toi. Vous étiez ensemble avant, n'est-ce pas? Cela ne te regarde pas. »« Si, ça me regarde. Tu es encore ma femme. » Cette fois, Maëlle explosa. « Arrête! Tu n'as jamais agi comme un mari. Tu m'as traité comme un objet décoratif, puis comme un embarras. Tu m'as nié publiquement. Et maintenant, tu viens revendiquer des droits sur moi ?»
Aubin se leva, s'approchant d'elle avec une détermination nouvelle. « Je t'aime, Maëlle. Peut-être que je ne l'ai jamais bien montré, mais je t'aime. » « Tu aimes quoi, exactement? L'héritière de Rochdan que je suis devenue? L'architecte reconnu? Ou la femme brisée qui se contentait de tes miettes d'attention ?» Avant qu'il puisse répondre, la porte de la librairie s'ouvrit sur Gaspard. Il évalua immédiatement la tension qui régnait dans la pièce, son regard passant d'Aubin à Maëlle. « Tout va bien ?» demanda-t-il à cette dernière. « Qui êtes-vous pour poser cette question ?» intervint Aubin, agressif. « Je suis quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle, » répondit calmement Gaspard. Les deux hommes se faisaient face maintenant, et Maëlle sentit la situation lui échapper. Elle s'interposa entre eux. « Stop, je ne suis la propriété de personne. Ni d'Aubin ni de toi, Gaspard. » Elle se tourna vers son mari. « Aubin, tu es venu jusqu'ici pour me dire que tu m'aimes? Très bien, mais moi je ne t'aime plus, je ne te respecte plus. Tu as tué mes sentiments à force de mépris et d'indifférence. » « Maëlle, tenta Aubin. « Non, laisse-moi finir. Pendant 3 ans, j'ai essayé d'être la femme que tu voulais que je sois. J'ai renoncé à ma carrière, à mes amis, à moi-même. Et pourquoi? Pour que tu aies honte de moi en public ?» Elle sortit de son sac les papiers qu'elle avait préparés à Paris. « Voici une demande de divorce. Je ne réclame rien de ta fortune. Je reprends simplement mon nom de jeune fille et ma liberté. » Aubin fixa les documents incrédule. « Tu ne peux pas me faire ça. Je ne te fais rien. Je me libère. » Gaspard, qui était resté silencieux, posa une main apaisante sur l'épaule de Maëlle. « Tu veux que je m'en aille ?» lui demanda-t-il doucement. « Non, reste. » Aubin était sur le point de partir. Aubin ramassa les papiers du divorce, son visage exprimant un mélange de colère et de résignation. « Tu le regretteras, » dit-il en se dirigeant vers la sortie. « Cette vie de petite bourgeoise provinciale ne te suffira pas longtemps. Tu reviendras. »« Si je reviens un jour, » répondit Maëlle avec une assurance tranquille, « ce sera en visite. Cette vie, comme tu dis, c'est la mienne. Et elle me correspond parfaitement. » Après le départ d'Aubin, Maëlle et Gaspard restèrent un moment silencieux. L'orage était passé, mais l'émotion était encore palpable. « Tu es sûr de ta décision ?» demanda finalement Gaspard. « Certaine. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre de choisir ma route. » Gaspard la prit dans ses bras, et elle se laissa aller contre son torse, respirant son odeur rassurante de bois et de terre. Dans cette étreinte, elle trouvait une paix qu'elle n'avait jamais connue avec Aubin. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura-t-elle. « Maintenant, on construit. Toi, ton projet, moi, mes sculptures, nous, notre histoire. » Cette simplicité, cette évidence, c'était exactement ce dont Maëlle avait besoin. Plus de complications, plus de non-dits. Juste l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus vraie. 6 mois s'étaient écoulés depuis la signature du divorce, et Maëlle découvrait chaque jour un peu plus le bonheur d'être enfin elle-même. Son projet de rénovation du quartier des pêcheurs avançait remarquablement bien, attirant l'attention de plusieurs médias spécialisés en architecture. Ce matin de printemps, elle était sur le chantier, casque de sécurité sur la tête, discutant avec les ouvriers de la pose des nouvelles poutres en bois local. « Madame Cressac ?» Un jeune homme en costume l'interpella. « Je suis Lucas Moreau, journaliste pour Architectural Digest. Nous aimerions consacrer un dossier à votre projet. » Maëlle ne put réprimer un sourire. Il y a encore un an, elle se cachait dans l'ombre d'Aubin. Aujourd'hui, on venait la chercher pour son talent propre. « Avec plaisir, » répondit-elle. « Mais appelez-moi Maëlle, s'il vous plaît. » Pendant l'interview, photographiée sur le chantier avec la Méditerranée en arrière-plan, Maëlle rayonnait de confiance. Elle expliqua sa vision de l'architecture durable, son amour pour le patrimoine méditerranéen, sa volonté de créer des espaces de vie en harmonie avec leur environnement. « Vous avez abandonné une vie parisienne privilégiée pour ce projet, » remarqua le journaliste. « Des regrets? Aucun. J'ai troqué une existence dorée contre une vie authentique. C'est le plus beau cadeau que je me sois jamais fait. » Cette interview, publiée 2 mois plus tard, allait changer définitivement la trajectoire professionnelle de Maëlle. Mais pour l'heure, elle se contenta de rentrer chez Gaspard, car oui, elle vivait désormais officiellement avec lui et Léon dans la maison face au port. Leur cohabitation s'était faite naturellement. Maëlle avait d'abord gardé le studio d'Isabelle, puis au fil des nuits partagées et des petits déjeuners en famille avec Léon, l'évidence s'était imposée. Ils formaient une vraie famille, unis non par le sang ou les conventions, mais par l'amour et le choix mutuel. « Papa, Maëlle !» cria Léon en les voyant arriver ensemble du chantier et de l'atelier. « Regarde ce que j'ai fait à l'école. » L'enfant leur montra fièrement un dessin représentant leur maison avec 3 personnages, lui, son père, et une femme aux cheveux bruns qu'il avait soigneusement étiquetée « Maëlle, ma belle maman ».
Maël sentit son cœur se serrer d'émotion. Ce petit garçon l'avait adopté sans poser de questions, avec cette capacité qu'ont les enfants à aimer sans condition. « C'est magnifique, mon chéri, » dit-elle en l'embrassant. « Tu deviens un vrai artiste comme papa. » Le soir, après avoir couché Léon, Gaspard et Maël s'installèrent sur leur terrasse avec un verre de rosé local. C'était devenu leur rituel, ce moment d'intimité où ils partagèrent les événements de leur journée. « L'interview s'est bien passée ?» demanda Gaspard en caressant les cheveux de Maël, levés contre son épaule. « Très bien, ils veulent faire un grand reportage photo quand les travaux seront terminés. Je suis fier de toi. Tu vois comme tu rayonnes maintenant ?» Maël leva les yeux vers lui. Dans la lumière douce du crépuscule méditerranéen, Gaspard était plus beau que jamais. Ses mains d'artisan, ses yeux d'un bleu profond, son sourire tendre. Comment avait-elle pu passer à côté de cet amour pendant tant d'années? « J'ai une surprise pour toi, dit-elle soudain. « Ah oui ?» Maël se dirigea vers sa mallette et en sortit une liasse de documents officiels. « J'ai reçu ça ce matin. Une commande pour restaurer un palace à Nice. Un projet d'envergure internationale. » Gaspard étudia les papiers, impressionné. « Maël, c'est énorme. C'est exactement le type de projet qui peut lancer définitivement ta carrière. »« Il y a un hic, dit-elle en reprenant sa place contre lui. Le chantier dure 2 ans. Il faudrait que je m'installe là-bas pendant cette période. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Gaspard fixait l'horizon, digérant cette nouvelle. « Tu veux y aller ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas. C'est l'opportunité de ma vie, mais ma vie, elle est ici maintenant. Avec toi, avec Léon. Je ne veux pas reproduire les erreurs du passé, sacrifier l'amour pour l'ambition. » Gaspard la fit se tourner vers lui, plongeant son regard dans le sien. « Écoute-moi bien, Maël Cressac, tu ne sacrifieras rien du tout. Si cette opportunité se présente, c'est que tu la mérites. Et si nous nous aimons vraiment, nous trouverons un moyen de faire que ça marche. Tu accepterais que je parte 2 ans? J'accepterais même mieux que ça. » Il sourit, et elle reconnut cette expression espiègle qu'il avait adolescent quand il préparait un mauvais coup. « Léon et moi, on pourrait venir avec toi. J'ai toujours rêvé d'avoir un atelier à Nice, et puis il serait temps que mon fils découvre autre chose que Collioure. » Maël le regarda, abasourdi. « Tu ferais ça? Tu quitterais ta ville pour me suivre? » « Ma ville, c'est là où tu es. Mon atelier peut être transporté, mes sculptures aussi. Mais toi, » il lui caressa la joue tendrement, « toi, tu es irremplaçable. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une passion teintée d'émotion. Dans les bras de Gaspard, Maël comprenait enfin ce qu'était le véritable amour. Non pas la possession ou la dépendance, mais le soutien mutuel, l'admiration partagée, la volonté de grandir ensemble. Au petit matin, elle prit sa décision. Elle accepterait le projet de Nice et ils déménageraient en famille. Collioure resterait leur port d'attache, mais il était temps d'explorer de nouveaux horizons. En préparant le petit déjeuner, elle repensa à Lobin qui avait tenté de la dissuader de poursuivre sa carrière. Puis elle regarda Gaspard, qui aidait Léon à s'habiller pour l'école, encourageant leur projet commun avec enthousiasme. La différence entre un homme qui aime et un homme qui possède, c'était ça. Et enfin, elle avait trouvé le bon. 3 ans plus tard, le palace rénové de Nice s'apprêtait à être inauguré en grande pompe. Maël se tenait sur la terrasse du dernier étage, contemplant son œuvre achevée. Elle avait réussi à marier l'architecture Belle Époque originale avec des éléments contemporains audacieux, créant un ensemble d'une élégance saisissante qui surplombait la baie des Anges. « Maman Maël, tu es prête ?» l'appela Léon depuis la suite présidentielle. Oui, Léon l'appelait désormais maman, et ce titre lui allait au cœur mieux qu'aucun diplôme d'architecture. À 9 ans, le garçon avait grandi à Nice, devenant parfaitement bilingue français-catalan, et continuait à dessiner avec la même passion qu'elle pour la création. Dans la suite, Gaspard l'attendait, superbe dans son costume anthracite. Ses sculptures ornaient désormais le hall d'entrée du palace, et plusieurs collectionneurs parisiens s'étaient déplacés spécialement pour les voir. Leur collaboration artistique était devenue légendaire sur la Côte d'Azur. « Tu es éblouissante », murmura-t-il en voyant Maël dans sa robe rouge carmin, cette couleur qui rehaussait magnifiquement son teint hâlé par 3 années de soleil méditerranéen. La soirée d'inauguration rassemblait le gratin de l'architecture européenne, des célébrités du cinéma et la jet-set internationale. Maël, devenu Maël Cressac-Élouan depuis son mariage avec Gaspard l'année précédente, était la star incontestée de cette soirée. Les flashs crépitaient, les journalistes se pressaient pour l'interviewer. « Madame Cressac-Élouan, comment résumeriez-vous votre parcours depuis votre premier projet à Collioure ?» demanda un journaliste d'Architectural Review. « Comme une renaissance.
répondit-elle avec cette assurance naturelle qu'elle avait acquise. J'ai appris que l'architecture, comme la vie, doit être authentique pour être belle. Au fond de la salle, elle aperçut une silhouette familière. Aubin venait d'arriver, accompagné d'une jeune femme blonde qu'elle ne connaissait pas. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et Maël y eut un mélange de regret et d'admiration. Il s'approcha d'elle pendant une pause dans les interviews. « Bonsoir Maël, félicitations, c'est un travail remarquable. Merci. » Sa voix était neutre, polie. « Je te présente mon mari, Gaspard Elouan. » Les deux hommes se serrèrent la main avec une courtoisie un peu raide. Aubin semblait avoir vieilli, ses cheveux grisonnaient aux tempes, et son regard avait perdu cette arrogance qui le caractérisait autrefois. « Je tenais à te dire, » reprit Aubin, en s'adressant uniquement à Maël, « que tu avais eu raison. Surtout, j'ai été un imbécile. Le passé est le passé, Aubin. J'espère que tu es heureux maintenant. » Il jeta un coup d'œil vers sa compagne qui discutait avec d'autres invités. « J'apprends. Céleste m'aide à voir les choses différemment. Elle est avocate. Elle a du caractère. » Maël sourit sincèrement pour la première fois depuis le début de cette conversation. Tant mieux. Tout le monde mérite une seconde chance. Aubin hocha la tête, puis s'éloigna sans insister. Gaspard glissa sa main dans celle de Maël. « Ça va ?» demanda-t-il. « Parfaitement. C'était nécessaire, cette conversation. Maintenant, c'est vraiment fini. » Le clou de la soirée arriva avec l'intervention du ministre de la Culture, venu spécialement remettre à Maël les insignes de chevalier des arts et des lettres. Sur l'estrade improvisée dans le grand salon, face à l'assemblée prestigieuse, elle prononça un discours qui marqua tous les esprits. « Excellences, mesdames et messieurs, cet honneur que vous me faites aujourd'hui, je le dédie à toutes les femmes qui, comme moi, ont dû réapprendre à exister. Être ignoré m'a enseigné à m'écouter moi-même, être effacé m'a enseigné à me réécrire, et être humilié m'a donné la force de me relever plus haute. » Elle marqua une pause, son regard balayant l'assistance captivée. « L'architecture, c'est l'art de créer de la beauté à partir de contraintes. La vie, c'est pareil. Nous sommes tous des architectes de notre propre existence. À nous de décider si nous voulons construire des prisons dorées ou des cathédrales de liberté. » L'ovation fut longue et sincère. Dans la salle, plusieurs femmes avaient les larmes aux yeux, touchées par ces mots qui résonnaient avec leurs propres expériences. Plus tard dans la soirée, Maël s'échappa quelques minutes sur la terrasse pour respirer. Nice scintillait à ses pieds, et la Méditerranée reflétait les lumières de la ville comme un miroir d'étoiles. Gaspard la rejoignit, la prenant dans ses bras par derrière. « À quoi tu penses ? À nous, à cette vie qu'on a construite ensemble. À Léon qui grandit si bien, à tous ces projets qui nous attendent. Des regrets ? Aucun. » Elle se retourna dans ses bras, plongeant son regard dans le sien. « Tu sais ce qui est le plus beau dans notre histoire ? Dis-moi, c'est que tu ne m'as jamais sauvé. Tu m'as juste accompagné pendant que je me sauvais moi-même. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles de la Côte d'Azur, tandis qu'à l'intérieur, la fête continuait en leur honneur. Maël Cressac, la femme qu'Aubin avait fait semblant d'oublier, était devenue une artiste reconnue, une épouse aimée, une mère épanouie. Elle n'avait pas cherché la vengeance. Elle avait choisi quelque chose de plus puissant. Elle s'était choisie elle-même. Et dans ce choix, elle avait trouvé tout ce qu'elle cherchait depuis toujours, l'amour vrai, la reconnaissance méritée, et cette paix intérieure qui n'a pas de prix. L'histoire de Maël se terminait comme elle avait commencé, sur une terrasse face à la mer. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Elle était enfin rentrée chez elle, dans sa propre vie. 10 ans plus tard, le soleil de septembre caressait doucement les façades colorées de Collioure lorsque Maël gara sa voiture devant la librairie d'Isabelle. À 42 ans, elle était devenue l'une des architectes les plus respectées d'Europe, mais elle n'avait jamais oublié ses racines méditerranéennes. Chaque année, sans exception, elle revenait ici pour l'anniversaire de sa tante, désormais âgée de 70 ans. « Maman, on peut aller voir grand-mère Isabelle maintenant ?» demanda une voix claire depuis la banquette arrière. Maël sourit en regardant dans le rétroviseur sa fille Emma, âgée de 8 ans, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux noisettes identiques aux siens. La petite fille tenait précieusement dans ses bras un carnet de dessins qu'elle avait préparé spécialement pour Isabelle. « Bien sûr, ma chérie. Et Léon, tu viens avec nous ?» Léon, maintenant âgé de 19 ans, leva les yeux de son téléphone. Le garçon était devenu un jeune homme élancé, partageant sa passion entre les études d'art à l'école des Beaux-Arts de Paris et l'aide qu'il apportait régulièrement à son père dans l'atelier. Il avait hérité du talent artistique de Gaspard et de la précision technique que lui avait transmise Maël. « Je vous rejoins dans 5 minutes, dit-il. Je termine un message à papa. Il arrive de Lyon avec la nouvelle sculpture pour l'exposition. »
Maëlle poussa la porte familière de la librairie, respirant cette odeur de papier et de lavande qui avait bercé son enfance. Isabelle, malgré ses 70 ans, conservait une énergie remarquable. Ses cheveux entièrement argentés étaient toujours soigneusement coiffés, et ses yeux pétillaient de malice quand elle vit arriver sa nièce et sa petite-fille adoptive. « Mes amours !» s'exclama-t-elle en ouvrant grand les bras. Emma se précipita vers elle, babillant avec enthousiasme sur ses dernières créations artistiques. Pendant ce temps, Maëlle observait les changements dans la librairie. Isabelle avait créé un coin spécialement dédié aux ouvrages d'architecture, avec une étagère entière consacrée aux livres écrits par sa nièce ou parlant de ses réalisations. « Tu as encore agrandi la section architecture », remarqua Maëlle avec amusement. « Normal, j'ai une nièce célèbre. Tu as vu le dernier article dans Le Monde ? Il te surnomme l'architecte du bonheur. » Ce surnom était né de la particularité des projets de Maëlle. Elle ne concevait que des bâtiments destinés à améliorer la vie des gens. Logements sociaux innovants, centres culturels, écoles, maisons de retraite humanistes, elle avait fait le choix, après le succès du Palace de Nice, de mettre son talent au service du bien commun plutôt que du luxe ostentatoire. « Et comment va mon gendre préféré ?» demanda Isabelle. « Gaspard va très bien. Il expose ses dernières œuvres à Lyon cette semaine, puis nous partons tous les 4 en Toscane pour les vacances. »« Papa arrive !» cria Léon en poussant la porte. Effectivement, quelques minutes plus tard, Gaspard fit son entrée dans la librairie. À 43 ans, il avait gagné en maturité et en charisme. Ses cheveux châtains étaient maintenant parsemés de fils argentés qui lui donnaient un air distingué, et ses mains d'artisan portaient toujours les traces nobles de son travail sur la pierre et le bois. « Mes 3 femmes préférées, » dit-il, en embrassant tour à tour Isabelle, Maëlle et Emma. « Et moi ?» protesta Léon avec un sourire. « Toi, tu es mon homme préféré, » répondit Gaspard, en ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. Cette scène de bonheur familial aurait pu paraître ordinaire, mais pour Maëlle, elle représentait l'aboutissement d'un long chemin. 10 ans plus tôt, elle était une femme brisée, cherchant sa place dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Aujourd'hui, elle était l'épine dorsale d'une famille épanouie, une professionnelle reconnue, une femme accomplie. « Au fait, » reprit Gaspard en sortant une enveloppe de sa veste, « nous avons reçu du courrier intéressant hier. » Maëlle reconnut immédiatement le papier à en tête. C'était celui du château de Rochedanne. Depuis le divorce, Aubin et elle n'avaient eu que de rares contacts, principalement pour régler les derniers détails administratifs. « Qu'est-ce qu'il veut encore ?» demanda-t-elle avec une pointe d'agacement. « Lisse, plutôt. » La lettre était écrite de la main d'Aubin, d'une écriture plus hésitante qu'autrefois. « Chère Maëlle, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé, ainsi que ta famille. J'ai suivi ton parcours dans la presse ces dernières années, et je dois avouer que je suis impressionné par tout ce que tu as accompli. Je t'écris aujourd'hui pour une raison particulière. Ma femme Céleste et moi avons décidé de transformer une partie du château en centre culturel dédié à l'architecture contemporaine. Nous aimerions te proposer de concevoir cette transformation. Je sais que cette demande peut te sembler étrange, venant de moi, mais j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années. J'ai réalisé que le respect ne se commande pas, il se mérite. Et toi, tu l'as mérité 1000 fois. Si tu acceptes ce projet, ce serait une façon pour moi de réparer en partie les erreurs du passé, et aussi de montrer à mes enfants, oui, Céleste et moi avons eu des jumeaux l'an dernier, qu'il faut toujours reconnaître le talent d'où qu'ils viennent. Réfléchis-y, sans pression. Tu as construit une belle vie, et je respecte tes choix. Bien à toi, Aubin. Maëlle relut la lettre 2 fois, surprise par le ton humble et sincère. Autour d'elle, sa famille attendait sa réaction. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Gaspard. « C'est inattendu, mais pas désagréable. » Elle plia soigneusement la lettre. « Il a l'air d'avoir vraiment changé. »« Tu vas accepter ?» demanda Léon, curieux. « Je ne sais pas encore. D'un côté, ce serait symboliquement fort de transformer le lieu de mes humiliations en espace de création. De l'autre, tu as peur de remuer le passé ?» compléta Isabelle avec sa perspicacité habituelle. « Un peu, oui. » Emma, qui jusqu'alors avait écouté la conversation sans bien comprendre, leva soudain la tête de ses dessins. « Maman, c'est le monsieur qui t'a fait pleurer avant que tu rencontres papa. » Cette question innocente fit sourire toute la famille. Emma avait grandi en entendant par bribes l'histoire de Maëlle, mais pour elle, la vie avait toujours été celle qu'elle connaissait, unie, heureuse, équilibrée. « Oui, ma chérie, mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Alors tu devrais l'aider. Grand-mère Isabelle dit toujours qu'il faut être gentil avec les gens, même quand ils ont été méchants avant. » Cette sagesse enfantine toucha Maëlle au cœur,
Emma avait raison. Et puis, elle était assez forte maintenant pour affronter ce retour aux sources sans risquer de se perdre à nouveau. Le soir même, sur la terrasse de la maison face au port où ils séjournaient toujours lors de leur visite, Maël et Gaspard discutaient de cette proposition en regardant les derniers pêcheurs rentrer au port. « Tu sais ce qui m'étonne le plus dans cette lettre ?» dit Maël en sirotant son verre de rosé. « Quoi ?» C'est qu'Aubin me propose ce projet non pas malgré notre histoire, mais à cause d'elle. Il reconnaît implicitement que ses erreurs font partie de mon parcours, de ce qui m'a rendue forte. Et c'est vrai. Sans cette épreuve, tu ne serais peut-être jamais devenu l'architecte que tu es aujourd'hui. Maël se blottit contre Gaspard, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel méditerranéen. J'ai pris ma décision. Je vais accepter son projet. Tu es sûre? Certaine. Ce sera ma façon de boucler la boucle, de montrer que j'ai transformé la souffrance en création, l'humiliation en réussite. Elle marqua une pause. Et puis, j'ai envie que mes enfants voient leur mère relever ce défi. Léon et Emma méritent d'avoir une mère qui n'a peur de rien. 3 mois plus tard, Maël se tenait dans la grande cour d'honneur du château de Rochedanne, entouré de son équipe d'architectes et d'ingénieurs. Aubin et Céleste l'avaient accueilli avec un respect et une déférence qui contrastaient totalement avec les souvenirs qu'elle gardait de ces lieux. Céleste, une femme brune et énergique d'une 30aine d'années, s'était révélée être une interlocutrice passionnante. Avocate spécialisée dans le patrimoine, elle partageait avec Maël une vision moderne de la préservation historique. « Votre projet est révolutionnaire », lui avait-elle dit en découvrant les plans. « Vous réussissez à faire dialoguer 8 siècles d'architecture avec la création contemporaine. C'est exactement ce dont ce lieu avait besoin. » Aubin, lui, se montrait discret, mais attentif. Il avait visiblement mûri, et sa paternité récente l'avait adouci. Quand Maël avait croisé ses jumeaux dans les jardins, 2 petites filles de 3 ans aux boucles dorées, elle avait été touchée de voir à quel point il était devenu un père tendre et présent. « Tu sais, lui avait-il dit un jour pendant une pause dans les travaux, « regarder mes filles grandir m'a fait réfléchir beaucoup. Je ne veux pas qu'elles vivent ce que tu as vécu avec moi. Le passé est le passé, Aubin. Nous avons tous les 2 évolué. Toi, tu as évolué malgré moi. Moi, j'essaie encore de comprendre comment j'ai pu être aussi aveugle. » Il marqua une pause. « Je ne dis pas que je suis devenu quelqu'un d'autre, mais au moins, maintenant, je vois mes erreurs. » Cette conversation avait définitivement apaisé les derniers ressentiments de Maël. Elle comprenait maintenant qu'Aubin avait été autant prisonnier de son milieu qu'elle l'avait été de ses complexes. Leur mariage avait été l'erreur de 2 personnes immatures, pas la faute de l'un contre l'autre. L'inauguration du centre culturel 1 an plus tard fut un triomphe. Maël avait réussi à créer un espace révolutionnaire où les voûtes gothiques abritaient des installations contemporaines, où les tapisseries anciennes dialoguaient avec des créations numériques, où le patrimoine et la modernité se nourrissaient mutuellement. Debout sur l'estrade dressée dans la cour d'honneur, face à une assemblée de personnalités du monde culturel et architectural, Maël prononça un discours qui résonnait comme un testament. « Excellence, chers collègues, chers amis, nous inaugurons aujourd'hui bien plus qu'un centre culturel. Nous célébrons la capacité de transformation que porte chaque être humain, chaque lieu, chaque époque. » Dans l'assemblée, elle aperçut Gaspard, Léon et Emma au premier rang, Isabelle qui rayonnait de fierté, mais aussi Aubin et Céleste, leurs jumelles endormies dans leurs bras. Cette image résumait parfaitement son parcours. Un passé assumé et dépassé, un présent épanoui, un avenir plein de promesses. Il y a 15 ans, j'ai été humilié dans ces mêmes murs. Aujourd'hui, j'y crée de la beauté. Cette transformation n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Car c'est cela la vraie force. Transformer la souffrance en sagesse, l'échec en apprentissage, la chute en envol. Elle marqua une pause, laissant son regard balayer l'assistance captivée. Ce centre culturel porte en lui cette philosophie. Faire du neuf avec de l'ancien, créer de l'harmonie avec des contradictions apparentes, bâtir des ponts là où d'autres voient des fossés. C'est exactement ce que nous devons faire dans nos vies, transformer nos blessures en force, nos différences en richesse. Les applaudissements furent longs et nourris, mais plus que les félicitations officielles, ce qui toucha le plus Maël, ce fut le regard de ses enfants. Dans les yeux de Léon, elle lisait de l'admiration pour cette femme qui avait su se relever. Dans ceux d'Emma, elle voyait la confiance d'une petite fille qui savait que sa maman était capable de tout. Ce soir-là, après la réception officielle, les 2 familles se retrouvèrent dans le jardin du château pour un dîner plus intime. Aubin avait fait dresser une grande table sous les tilleuls centenaires et l'atmosphère était détendue, chaleureuse. « Maël, dit Céleste en levant son verre,
Je voulais vous remercier. Ce projet a transformé Aubin autant que le château. Il a retrouvé une fierté saine de son patrimoine. Et moi, ajouta Aubin, je voulais vous dire que vous m'avez appris quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas de petites gens, il n'y a que des gens qu'on regarde mal. Cette phrase, si simple et si vraie, émut profondément Maëlle. Elle comprenait qu'Aubin avait sincèrement évolué, qu'il était devenu un homme meilleur grâce à ses épreuves. « Aux secondes chances », dit-elle en levant son verre à son tour, pour les lieux et pour les hommes. Tard dans la nuit, quand leurs enfants furent endormis dans les chambres d'invités du château, Maëlle et Gaspard se promenèrent dans les jardins à la française qu'elle avait si souvent contemplés avec amertume. « Tu regrettes parfois notre vie simple de Collioure ?» demanda Gaspard en passant son bras autour de ses épaules. « Jamais. Notre vie simple, comme tu dis, est devenue extraordinaire. Nous voyageons, nous créons, nous élevons nos enfants dans l'amour et la beauté. Que pourrait-on demander de plus? Et professionnellement, tu as encore des rêves à réaliser ?» Maëlle sourit dans l'obscurité. « J'ai un projet secret depuis quelque temps. J'aimerais créer une école d'architecture gratuite pour les jeunes issus de milieux modestes, leur donner les moyens de transformer le monde comme j'ai pu le faire. Et où comptes-tu l'installer? À Collioure, bien sûr, dans d'anciens entrepôts face à la mer. Imagine, des jeunes gens du monde entier venant apprendre l'architecture dans notre petite ville. N'est-ce pas merveilleux? » Gaspard s'arrêta de marcher, et la fille se tournait vers lui. Dans la lumière douce de la lune, son visage exprimait une tendresse infinie. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi? Dis-moi. Tu n'as jamais cessé de grandir. Même au sommet de ta réussite, tu continues à rêver, à vouloir partager, à construire. Tu es exactement la même personne qu'à 16 ans, mais en mieux. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, dans ce château qui avait été le théâtre de leur première rencontre, de ses premières humiliations, et maintenant de son plus beau triomphe. 2 ans plus tard, l'école méditerranéenne d'architecture sociale ouvrait ses portes à Collioure. Maëlle avait tenu son pari. 24 étudiants de 12 nationalités différentes étudiaient désormais dans les anciens entrepôts transformés en campus d'avant-garde. Gaspard avait créé un atelier de sculpture annexe et Léon, désormais étudiant en architecture à son tour, aidait sa belle-mère dans l'enseignement du dessin technique. Emma, âgée de 10 ans, était devenue la mascotte officieuse de l'école. Elle circulait entre les tables de travail, prodiguant ses encouragements enfantins aux étudiants découragés et apportant parfois des solutions surprenantes avec sa logique d'enfant. Un matin d'automne, alors que Maëlle donnait son cours de architecture et patrimoine, elle reçut un appel qui allait encore changer sa vie. Au téléphone, une voix qu'elle ne connaissait pas se présenta comme le secrétaire du jury du prix Pritzker. « Madame Cressac-Éloin, je vous appelle pour vous informer que vous avez été sélectionnée pour le prix Pritzker d'architecture 2024 en reconnaissance de votre travail pour l'architecture sociale et l'intégration culturelle par la création. » Maëlle dut s'asseoir, abasourdie. Le prix Pritzker, elle qui avait commencé sa carrière dans l'humiliation, se voyait maintenant récompensée par la plus haute distinction architecturale mondiale. C'est extraordinaire. Je ne m'attendais pas. Votre école de Collioure, vos projets de logements sociaux innovants, votre travail avec les réfugiés pour créer des centres d'accueil dignes, tout cela a marqué notre époque, madame. Vous avez prouvé que l'architecture peut être un facteur de paix sociale. Ce soir-là, la nouvelle fit le tour du monde architectural. De Collioure à Chicago, de Paris à Tokyo, les médias spécialisés saluaient le parcours exceptionnel de cette femme qui avait révolutionné l'architecture contemporaine. Mais pour Maëlle, la plus belle récompense fut le regard de sa famille quand elle leur annonça la nouvelle. Gaspard pleurait d'émotion. Léon bombardait déjà ses amis de messages fiers, et Emma déclara solennellement « Maman, tu es encore plus forte que Jeanne d'Arc. » 6 mois plus tard, à Chicago, devant l'assistance prestigieuse de la cérémonie de remise du prix Pritzker, Maëlle prononça le discours de sa vie. « Chers collègues, chers amis, je reçois ce prix au nom de toutes les femmes qui ont été réduites au silence et qui ont choisi de parler par leurs actes. Au nom de tous ceux qui croient que l'art et l'architecture peuvent changer le monde. » Elle marqua une pause, cherchant dans l'assistance le visage de Gaspard, de ses enfants, d'Isabelle venue spécialement pour l'occasion. « On m'appelle parfois l'architecte du bonheur. Ce titre me va, car j'ai appris que le bonheur se construit, pierre par pierre, jour après jour, choix après choix. Mon parcours n'a pas été linéaire. J'ai connu l'échec, l'humiliation, le doute. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de fondamental. Nous sommes tous les architectes de notre propre existence. » Sa voix se fit plus forte, portée par une conviction profonde. Être ignoré m'a enseigné à m'écouter moi-même. Être effacé m'a enseigné à me réécrire.
Être humilié m'a donné la force de me relever plus haute. Ces épreuves, qui auraient pu me détruire, sont devenues la fondation de tout ce que j'ai construit ensuite. » Dans la salle, l'émotion était palpable. Beaucoup de femmes avaient les larmes aux yeux, reconnaissant dans ces mots l'écho de leur propre combat. Ce prix, je le dédie à ma tante Isabelle, qui m'a appris que l'amour ne juge pas, à Gaspard, qui m'a montré que l'amour vrai libère au lieu d'enfermer, à mes enfants Léon et Emma, qui me donnent chaque jour la force de construire un monde meilleur, et à toutes les petites filles qui rêvent de changer le monde, n'abandonnez jamais. Vos rêves sont plus forts que tous les murs qu'on voudra dresser devant vous. L'ovation dura plusieurs minutes. Dans cette salle prestigieuse, Maëlle Cressac-Elouan venait de prouver que les plus belles victoires sont celles qu'on remporte d'abord sur soi-même. Plus tard, lors du dîner officiel, elle reçut un message surprise sur son téléphone. Un message d'Aubin. « Félicitations, Maëlle. Tu incarnes ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. Mes filles grandiront en sachant qu'elles peuvent tout accomplir grâce à ton exemple. » Cette réconciliation totale avec son passé marquait la fin d'un cycle et le début d'un autre. Maëlle avait désormais 42 ans, mais elle avait l'impression que sa vraie vie ne faisait que commencer. De retour à Collioure, elle retrouva ses étudiants, ses projets, sa vie simple et belle. Le prix Pritzker n'avait rien changé à son quotidien, si ce n'est qu'elle recevait désormais des demandes du monde entier pour créer de nouvelles écoles d'architecture sociale. Un an plus tard, assise sur la terrasse de sa maison face au port, regardant Gaspard enseigner la sculpture à Emma pendant que Léon préparait ses examens de fin d'année, Maëlle fit le bilan de son existence. Elle avait 43 ans. Derrière elle, un mariage raté mais assumé, des humiliations transformées en force, des échecs devenus des tremplins. Autour d'elle, une famille aimante, des projets passionnants, une reconnaissance internationale. Devant elle, encore tant de choses à construire, à créer, à partager. Son téléphone vibra. Un message de la maire de Sarajevo. « Madame Cressac-Elouan, accepteriez-vous de concevoir un centre de réconciliation interculturelle dans notre ville ?» Maëlle sourit en tapant sa réponse. « Avec plaisir. Quand puis-je venir ?» Car c'était cela, sa mission désormais. Utiliser l'architecture pour guérir les blessures du monde, créer de la beauté là où régnait la division, bâtir des ponts entre les communautés. Elle qui avait été la femme qu'Aubin avait fait semblant d'oublier, était devenue la femme que le monde entier se souvenait d'aimer. Et dans cette transformation, elle avait trouvé la plus belle des récompenses, la certitude d'avoir donné un sens à sa vie. Fin. L'architecture, comme l'amour, se construit avec du temps, de la patience et des matériaux nobles. Mais surtout, elle se bâtit sur des fondations solides, la connaissance de soi et le respect d'autrui. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre relation? Comme Maëlle, avez-vous déjà vécu ce moment dévastateur où vous avez réalisé que la personne que vous aimiez le plus avait honte de vous? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a vécu cela? Si vous pouviez donner un conseil à Maëlle au moment où Aubin l'a renié publiquement à Tours, que lui diriez-vous? Devrait-elle le confronter immédiatement devant tout le monde, partir en silence et planifier sa vengeance, ou faire exactement ce qu'elle a fait, utiliser cette douleur pour se reconstruire? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.